Imaginez-vous face à quelqu'un qui ne parle pas et ne vous comprend pas. Non pas parce qu'il parle une autre langue, mais parce qu'il est dépourvu du langage. Et pas seulement le langage oral ou écrit, le langage comme système de signes permettant la communication. Ce quelqu'un n'exprime pas sa pensée ni par les mots, ni par les gestes, ni par ses expressions. En fait, ce quelqu'un ne pense tout simplement pas. Pire encore, ce quelqu'un n'a pas d'émotion. Il n'est jamais triste ni heureux, non pas par manque d'occasion, mais parce qu'il ne sait pas ce que sont le bonheur et le malheur. Quelqu'un qui ne connaît strictement rien. Allons encore plus loin. Ce quelqu'un est privé dès sa naissance de l'ouïe et de la vue. Il ignore absolument ce qu'est un son, une image. Alors, comment vous communiquez avec cette personne ? Cette question vertigineuse, 3 cinéastes s'en sont emparés, et chacun d'eux s'est inspiré d'une histoire vraie. Les 3 personnages que vous voyez là ont un point commun. Ils sont étrangers au monde humain, à ses codes, à son système de pensée. Ils n'ont aucune connaissance ni aucun affect. Ils ne sont a priori animés que par leur instinct. Celui de gauche s'appelle Kaspar Hauser, et son histoire fut portée à l'écran en 1974 avec le film L'énigme de Kaspar Hauser. Alors je précise que vous n'avez pas besoin d'avoir vu les films pour suivre cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle vous donnera envie de les voir. Kaspar fut aperçu pour la première fois un après-midi de mai 1828 au milieu d'une place publique à Nuremberg. Il savait à peine marcher et parler. Ce type, on ne sait toujours pas d'où il venait. Enfin si, peut-être d'une grande famille qui l'aurait abandonné pour une histoire de succession au trône. Kaspar Hauser, c'est l'étrangeté incarnée. C'était quoi cette créature coupée du monde durant ses 15 ans d'existence ? Probablement séquestrée, n'ayant aucune notion du temps ni de l'espace, ignorant tout, de la lumière du jour jusqu'aux sensations les plus triviales. Il était surnommé l'orphelin de l'Europe. Plus de 300 bouquins et 1500 articles de presse ont été écrits à son sujet. Même Paul Verlaine lui a dédié un poème qui commence comme ça. « Je suis venu, calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. » Alors le « riche de mes seuls yeux tranquilles », c'est pas écrit au hasard. Regardez son visage, hagard, inexpressif. Ça ressemble donc à ça, un état psychique vierge de toute perception. Ça, c'est une question abyssale pour le cinéma. Comment incarner un être vidé de tout, même de sa propre conscience ? Pour s'y atteler, il faut s'accrocher. Mais il faut savoir que derrière la caméra, c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Werner Herzog, un réalisateur allemand dont la particularité est son goût de l'extrême, son besoin permanent de toucher à la limite du faisable, voire même du concevable. Et ça, on le voit dans tous ses films, notamment ses documentaires. Ce type a filmé des prisonniers américains la veille de leur exécution, il a foulé le sol de volcans encore actifs, il s'est aventuré dans les coins les plus reculés du monde, il a raconté l'histoire d'un homme parti vivre avec les ours en Alaska, il a fait hisser un navire entier en haut d'une colline pour rejoindre l'autre versant, il s'est rendu sur les lieux d'un crash d'avion en présence de la seule survivante, et j'en passe. Werner Herzog, c'est le cinéaste de la démesure. Ses films dépeignent des situations dantesques, avec toujours une pointe de curiosité morbide. Cela dit, il ne le fait pas simplement par fascination malsaine, mais pour poser en fait des questions philosophiques profondes sur l'homme et sur la nature. Et vous vous doutez bien que l'histoire d'un homme mystérieux retrouvé seul au beau milieu d'une place, qui ne sait rien faire à part marcher et respirer, qui ne connaît rien ni ne comprend rien au monde, ça allait forcément l'intéresser. On y reviendra en détail. Mais avant, parlons un peu d'un autre personnage tout aussi incroyable. Peu avant l'année 1800, un enfant nu et hirsute est retrouvé dans une forêt de l'Aveyron. Surnommé Victor, il devient vite une célébrité malgré lui, dans la presse locale, puis nationale. Alors aujourd'hui, des études contestent un peu le fait qu'il ait été un véritable enfant sauvage qui aurait grandi seul dans la forêt, et tendent plus vers l'hypothèse d'une séquestration, un peu comme Kaspar. Toujours est-il que cet enfant ne savait pas parler ni se comporter, selon les codes. Contrairement à Kaspar, les seuls sons qui sortaient de sa bouche étaient confus, rauques et inarticulés. On part donc de beaucoup plus loin. Philippe Pinel, un psychiatre et grand savant de l'époque, dira que rien n'est possible pour lui, qu'il est né et restera un idiot toute sa vie. Mais un jeune médecin, le professeur Itard, est persuadé que si le jeune Victor n'a pas de raison, c'est parce qu'il n'a pas été éduqué, et donc il faut rompre avec son isolement en employant des méthodes nouvelles. Vous croyez pouvoir faire quelque chose pour lui ? Oui, je voudrais tenter de faire son éducation.
C'est mon désir et j'y pense depuis que j'ai découvert son existence en lisant le journal des débats. La scène que vous voyez là est extraite du film L'Enfant sauvage, sorti en 1969 et réalisé par François Truffaut, réalisateur français de la Nouvelle Vague. Si ces premiers films rayonnaient par leur identité formelle nouvelle, avec par exemple un film comme Tirer sur le pianiste, il revient avec L'Enfant sauvage vers un style plus classique, avec des plans plus longs. Peut-être parce que l'histoire se passe au 19e siècle. Peut-être aussi parce que ce style correspond plus à son sujet, les rapports de domination entre les hommes. Faut pas oublier qu'à cette époque, 15 ans après la Révolution française, Napoléon Ier devient empereur des Français et cherche à rétablir l'ordre, les étiquettes et l'esclavage. C'est dans ce contexte qu'est lâché Victor, marqué à la fois par un idéal issu des Lumières où chaque individu est promis à l'éducation et la progression, mais aussi par la réinstauration des rangs entre les personnes. Enfin, le troisième personnage dont je vais parler est le plus radicalement éloigné non pas de la civilisation, mais du monde en général. Helen Keller, née en 1880 en Alabama, a un AVC juste après sa naissance, ce qui lui coûte les deux sens essentiels à la compréhension de tout ce qui nous entoure, l'ouïe et la vue. Sa famille fait appel à une éducatrice elle-même malvoyante, Anne Sullivan, surnommée Annie, qui hébergera chez eux de longs mois, avec pour mission de ramener la jeune Helen Keller à la lumière, disons. Et ça ne se fera pas dans la douceur. Le film dont on parle s'appelle Miracle en Alabama, sorti en 1962. Et il est inspiré de la propre autobiographie de Helen. Le film ne raconte pas toute sa vie, il se concentre vraiment sur l'apprentissage du langage et la relation conflictuelle, même assez violente, qu'elle a avec Annie, son éducatrice. Vous avez l'idée. Pour mettre en scène cette histoire, c'est un réalisateur américain qui s'y colle, Arthur Penn. Alors Arthur Penn, son profil est un peu atypique car c'est quelqu'un qui vient à la fois de la télévision et du théâtre. Et pas n'importe lequel, celui de Broadway. Il s'est vraiment construit artistiquement à la fois par la vibe psychanalytique de la scène new-yorkaise et par la clarté narrative et la rapidité d'exécution exigée par la télé. Tout ça va lui permettre d'aborder les grands chapitres de l'évolution des États-Unis, la conquête de l'Ouest et ses mythologies, le génocide indien, le macartisme, la crise de 1929 et ses conséquences avec son célèbre Bonnie and Clyde, pour ne citer que quelques exemples. Le film qui nous intéresse, Miracle en Alabama, ne déroge pas à la règle puisqu'on est plongé au cœur d'une Amérique post-esclavagiste, dans une famille sudiste aristo dont le patriarche a soutenu avec ferveur la Confédération. Quant à Annie Sullivan, l'éducatrice, c'est une fille d'immigrés irlandais venue de Boston, grande ville du Nord. La confrontation, dans le film, c'est aussi celle entre une vieille Amérique déclinante et une Amérique nouvelle en pleine modernisation. 3 pays occidentaux, une époque, le 19e siècle. Avec ces films, on va d'abord voir comment les réalisateurs s'y prennent pour donner de la vie à ces personnages, et pas juste en faire des objets de fascination. Puis on s'intéressera à la question du langage, et là, vous allez voir, quand le cinéma s'y colle, c'est très beau. La première chose à noter, c'est que ces 3 films partent d'un fait divers. D'habitude, les faits divers sont considérés comme du journalisme de bas étage. Ils piquent la curiosité de tout le monde sans vraiment tirer de conclusion. Ils nous écartent de la vraie information sérieuse. Les faits divers font diversion, comme l'a dit un certain Pierre Bourdieu. Mais là, c'est l'inverse. Le fait divers, l'anecdote, l'insolite, c'est précisément ce qui nous fait pénétrer au cœur de l'essence humaine. Caspar, Victor et Hélène sont en réalité le reflet, le miroir en négatif de la société. Le premier défi, à la fois esthétique et éthique, ça va être de faire passer ces personnages d'objets à sujets. Mais c'est une tâche très compliquée. Essayez de vous projeter dans la tête de quelqu'un qui n'a aucun repère, ni culturel, ni sensoriel. C'est impossible. Impossible d'épouser leur point de vue, car leur état d'esprit est inconcevable pour nous. Ce problème, ça ouvre en fait plein de possibilités artistiques, en tout cas pour Werner Herzog, qui trouve plein d'astuces pour illustrer les perceptions de Caspar. Souvenez-vous, Caspar a été coupé de la nature toute son enfance, au point que, même au bout de 2 ans d'enseignement et de prise en charge par un professeur, les règles de la logique et le sens de l'espace lui manquent toujours. À plusieurs reprises, le cinéaste fait un pas de côté dans le fil narratif du film pour symboliser, comme vous le voyez là, la perception d'un réel pur, sans le filtre de l'interprétation par la raison. Ces images vaporeuses, Herzog les confectionne en s'inspirant des estampes d'un artiste néerlandais du XVIIe, Hercule Segers. Le cinéaste dit ceci à propos du peintre. Chez Segers, le regard ne semble pas dirigé vers l'extérieur, mais les images ouvrent des brèches vers notre intérieur le plus profond, à l'aide d'un éclairage blême et angoissé. C'est comme une aspiration hypnotique vers l'intérieur. Parvenu dans un gouffre, nous trouvons quelqu'un qui nous semble connu, nous-mêmes. Herzog pousse l'expérimentation encore plus loin
lorsqu'il filme les rêves et les visions de Caspar. Sa technique consiste à projeter une image 16 mm sur un écran semi-transparent, puis de filmer ce même écran de l'autre côté avec une caméra 35 mm, le tout avec une cadence différente entre le projecteur et la caméra pour générer un effet de scintillement. Pour Herzog, ces images sont plus pures, plus justes, plus incarnées, tout comme la vision que Caspar porte sur les choses. Pour Herzog, cette vision du réel compte beaucoup plus que celle trop étroite des hommes. Le rapport de Caspar au monde en fait jaillir le mystère, la complexité et la beauté, alors que l'accumulation des savoirs nous donne l'illusion de la comprendre. Herzog parle de vérité intérieure. Il s'est d'ailleurs érigé contre le célèbre mouvement du cinéma vérité, qui confond selon lui les faits et la vérité. Lui, ce qu'il cherche, c'est une vérité plus profonde, contraire aux vérités de comptables du cinéma vérité, telles qu'il les nomme. Ce qui l'intéresse, c'est de tendre vers ce qu'il appelle la vérité extatique, c'est-à-dire une vérité symbolique, poétique, presque irrationnelle, qui va parfois contre les faits et qui va chercher toujours en distordant le réel à l'aide de sa caméra. L'énigme de Caspar Hauser et l'enfant sauvage mettent tous les deux en scène un personnage qui devienne l'objet de l'exploration scientifique. Ils sont étudiés, leur corps est manipulé, on mène des expériences sur eux, ils sont transférés de lieu en lieu. Tout ça, ça permet à leur réalisateur de s'interroger sur l'esprit de domination de l'homme civilisé. Ça vous évoque peut-être les idées d'un philosophe des Lumières, un certain Jean-Jacques Rousseau, qui, un demi-siècle auparavant, sortit son discours sur l'inégalité parmi les hommes, où il affirme que la domination n'existe pas à l'état sauvage, mais bien à l'état civilisé. Les uns domineront avec violence, dit-il, les autres gémiront asservis à tous leurs caprices. Voilà précisément ce que j'observe parmi nous, mais je ne vois pas comment cela pourrait se dire des hommes sauvages, à qui l'on aurait même bien de la peine à faire entendre ce que c'est que servitude et domination. Les liens de servitude ne naissent que de la société, c'est-à-dire de l'interdépendance des gens, et non de l'état de nature. Dans les deux films, l'entrée dans la civilisation va avec l'entrée dans un schéma de domination. Victor, comme Caspar, suscite une grande fascination chez la haute bourgeoisie et l'aristocratie. Même la pratique du professeur Itard, malgré ses idéaux égalitaristes, s'apparente à de l'apprivoisement. C'est pas pour rien qu'il est incarné par François Truffaut lui-même. La similarité entre les consignes du personnage Itard et les indications de jeu du réalisateur Truffaut est en l'occurrence assez troublante. Quand il se retournera vers moi, peut-être. Voilà, bon, tu te retournes vers moi. C'est bien, Victor. C'est bien. C'est toi, Victor. Toi. Alors fais-moi signe que c'est pareil, là et là. Oui, c'est pareil, mais c'est toi, Victor. C'est toi. Tu comprends ? Le besoin de contrôle est clairement là. Ça se voit dans la manière dont il dirige le jeune acteur. Il vient de par là en courant. On va donner l'impression qu'il va par là. Ici, ce sera comme s'il entendait un bruit. Et il part là-dedans. Hein ? Il passe pas trop près de l'appareil, là. Bon, après, je pense pas qu'il faille rejeter tout le film à cause de ça. Il y a des choses assez belles et dures qui se dessinent dans la relation entre le professeur et l'élève, dans l'amour que porte l'adulte pour l'enfant et les contradictions qui vont avec. Dans cette scène, Itard va se comporter de manière volontairement injuste en le punissant sans raison afin d'inspirer à Victor le sentiment de la justice et de la révolte. Juste avant, il lui fait faire des tâches pour lui apprendre le sens des mots, avec un montage qui multiplie les points de vue et jongle avec dynamisme entre les différentes pièces. Et là, il lui demande de faire la même chose, mais cette fois-ci, la caméra reste longuement sur lui, tandis que Victor reste hors champ. Un hors-champ qui dit tout du déséquilibre de la relation. Pendant ce long silence, Itard s'apprête à lui faire mal, mais aussi à provoquer l'homme moral qui sommeille en l'enfant. Bref, Caspar et Victor sont l'objet de l'exploration scientifique. Nestor Almendros, le chef-op de L'Enfant sauvage, explique que les fermetures à l'iris dans le film sont un hommage au cinéma muet, et je trouve qu'elle matérialise bien le rôle d'observateur de la caméra. Elle est comme un oculaire, un instrument scientifique d'observation d'un objet inconnu à étudier. C'est d'ailleurs un peu le cas des plans lumière quand ils allaient filmer dans tous les pays. Le cinéma, à l'origine, se trouve en fait à mi-chemin entre les affects et le regard scientifique. Dans Miracle en Alabama, c'est moins une domination scientifique qui est à l'œuvre qu'une domination de classe et d'une supposée race blanche. C'est pas pour rien que le film se passe juste après la guerre de sécession, dans une plantation de coton tenue par un sudiste et qui tourne grâce à des domestiques afro-américains. Les parents d'Hélène prônent une forme de pureté, un état de perfection de par leur statut social et leur soi-disant supériorité raciale. Lorsqu'ils découvrent le handicap de leur nouveau-né, ils sont horrifiés à l'idée que leur propre enfant soit différente d'eux.
Regardez cette première scène de film, c'est assez raide. Helen! Ken! Ah! Look at her eyes! She can't see! Helen! Oh, here! When I screamed, she didn't blink! Not an eyelash! Helen! She can't Helen! see you! Dans cette scène d'un expressionnisme violent, tant par le jeu d'acteur que l'éclairage, les deux parents changent de position. Le père s'abaisse, la mère recule, jusqu'à ce que les deux se retrouvent entre les barreaux du berceau, comme renfermés dans l'hystérie de leur propre réaction. Le motif des barreaux réapparaît dans le plan suivant, quelques années plus tard, avec l'ombre des balustres de l'escalier. On aperçoit ensuite l'ombre d'Hélène. D'abord hors champ dans le berceau, puis juste une ombre. Hélène nous est filmée presque comme un monstre sorti des ténèbres. Il y a vraiment cette dualité entre obscurité et lueur spirituelle présente dans tout le film. Arthur Penn lui-même parle d'un film sur, je cite, « la présence de l'esprit au cœur du néant ». Annie, l'éducatrice, se donne donc pour mission d'arracher cette fameuse lueur spirituelle de son corps, elle emploie vraiment cette expression, en s'opposant à la pitié et au laxisme défaitiste des parents. Mais elle le fait à l'aide de méthodes assez dérangeantes. Parfois, ça s'apparente clairement à de la maltraitance, comme le montre cette scène de confrontation dans la salle à manger, et qui se solde par une victoire dérisoire. She ate with a spoon, herself, and she folded her napkin. Alors il est difficile de savoir si Arthur Penn soutenait le discours d'une violence physique et morale indispensable à l'apprentissage et à l'acte de devenir quelqu'un, mais ce qui est sûr, c'est que la violence est un sujet qui traverse toute sa filmographie. Il le dit lui-même, mes personnages sont des enfants qui n'arrivent pas à se faire entendre. Alors ils choisissent la violence. La violence est le cri étouffé de celui qui n'arrive plus à communiquer. On devient violent par frustration. L'autre grande question qui traverse ces trois films, c'est bien sûr celle de l'inné et de l'acquis. Est-ce que nous naissons humains ou est-ce que nous le devenons ? Qu'est-ce qui est inscrit biologiquement en nous ? Qu'est-ce qui relève de l'apprentissage ? Parfois, les éléments de réponse apportés par les films sont surprenantes. Kaspar Hauser semble partir de très très loin lorsqu'il s'agit de manger à table, de s'habiller, de prendre son bain. Mais on découvre aussi que même la peur et l'autodéfense sont complètement absentes de ces réactions. Alors qu'on pourrait se dire qu'elles font partie de notre instinct de survie. Quand il touche une flamme pour la première fois, on apprend que même la douleur lui est inconnue. On assiste là à une première expérience sensible qui va l'inclure petit à petit dans le monde des humains. Le raccord dans l'axe nous montre même probablement sa première larme. Kaspar pleure. Il pleure aussi à d'autres moments. Il n'a aucun instinct de survie, en revanche, la sensibilité, il semble l'avoir en lui. Ce qui est beau, quand on se pose cette question de l'inné et de l'acquis, c'est de pas forcément vouloir affirmer ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre, mais de s'intéresser à ce qui est à la fois l'un et l'autre, à ce qui est entre les deux. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de filmer le no man's land entre l'instinct et ce qui est appris, entre la nature et la culture. Et pour ça, rien de mieux que de filmer l'acte de pleurer. D'ailleurs, les trois films montrent au moins une scène de pleurs, comme un passage obligé de l'humanité. Le film d'Arthur Penn pousse plus loin l'idée d'une expression faciale acquise, construite, c'est-à-dire que quand on revient à la base de la communication, quand on réduit notre système d'expression à ses briques fondamentales, on est sur un fonctionnement très mécanique qui joue sur la plasticité du visage. On le voit dans cette scène où Annie tente d'expliquer à Hélène la différence entre ce qui est bon et mauvais par le biais de son expression du visage, que la jeune fille reproduit machinalement sans vraiment en comprendre le sens. Si on retourne voir notre philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, il nous dira que l'homme naturel est libre et heureux, qu'il vit en paix. Tandis que l'homme social, lui, il est corrompu par la propriété privée, la compétitivité et l'orgueil. « Je voudrais bien qu'on m'expliquât, écrit-il, quel peut être le genre de misère d'un être libre dont le cœur est en paix et le corps en santé. Je demande laquelle, de la vie civile ou naturelle, est la plus sujette à devenir insupportable à ceux qui en jouissent. Qu'on juge donc avec moins d'orgueil de quel côté est la véritable misère. » Même si l'enfant sauvage semble toucher du doigt les mêmes questions que s'est posé Rousseau, on ne peut pas vraiment dire que Truffaut soit d'accord avec le fait que l'homme civil est plus miséreux que l'homme naturel. On peut contester la société dans la façon dont elle est organisée, mais on ne doit pas contester la notion de société qui est absolument indispensable.
Alors que Werner Herzog, lui, son sujet, c'est clairement l'homme occidental, son rapport ultra-rationnel au monde et sa volonté de dominer la nature. On a d'ailleurs un peu exagérément rattaché ce réalisateur au romantisme allemand. Normal, rien que dans ce film, il cadre des personnages souvent solitaires, de dos face à un paysage naturel sublime. Mais en réalité, là où les romantiques idéalisaient une forme de fusion entre la culture et la nature, Herzog fait le constat inverse. Les deux sont irrémédiablement antagonistes. Et dans son film, il montre bien comment la bourgeoisie germanique de l'époque post-napoléonienne tente d'apprivoiser la nature, de la maîtriser, sous les yeux sceptiques de Caspar. L'étrange, finalement, c'est pas vraiment lui, c'est l'homme cultivé. En parlant de culture, là, c'est le moment de vous parler d'un grand sujet qui réunit ces trois films. Celui qui remet en perspective tout notre fonctionnement humain, le langage. En effet, les trois films décortiquent tout le processus d'apprentissage d'une langue à travers des méthodes différentes. Le professeur Ittar passe par une série de jeux à base d'objets pour faire apprendre l'alphabet, tandis que Annie a recours à deux langues, la dactylologie, qui fait correspondre à chaque lettre de l'alphabet une configuration de la main, et la langue des signes tactile, qui consiste à épeler les mots en leur langue des signes directement dans les mains. Le langage, c'est un système de corrélation entre un signe, ça peut être un mot, un geste, une image, et une signification, qui désigne un objet ou un concept. Noam Chomsky considère que le langage est une grammaire universelle, c'est-à-dire une capacité innée, inscrite biologiquement en nous. Mais pour des philosophes du langage comme Ludwig Wittgenstein, le langage n'existe que en tant que pratique vivante ancrée dans les interactions humaines et sociales. Le langage est indissociable de son usage dans la société. Le langage ne précède pas son inscription dans une activité. Wittgenstein va même encore plus loin, en disant qu'il n'y a pas de pensée sans langage. Le langage ne découle pas d'une sorte d'intention mentale qui ne serait pas verbale. Si on a une intériorité, des émotions, c'est que forcément celles-ci proviennent des mots. Il n'y a pas de limite tranchée entre le vécu et le langage. Le langage n'arrive pas a posteriori pour traduire nos sentiments. Nos sentiments, c'est le langage. Quand on ramène ça à nos personnages, ça voudrait dire qu'au tout départ, à l'heure où ils n'avaient pas de langage, ni même de notion du langage, ils n'avaient tout simplement pas d'intériorité, pas d'émotion, pas de soi. On voit d'ailleurs que leur rapport sensible à la nature, à la musique, au toucher, va de pair avec leur apprentissage des mots. Ils n'arrivent que dans la mesure où ils comprennent progressivement que chaque signe a un sens. Mais qu'était-il avant ça ? Rien du tout ? Je vous laisse en juger. L'enfant sauvage montre par ailleurs à quel point le langage est un truc vraiment viscéral et pas juste une faculté intellectuelle. C'est pas une compétence qui est détachée de notre physiologie, au contraire, ça vient de nos tripes. On voit bien que Victor a du mal à reproduire les phonèmes. Les limites du langage sont dues aux limites physiologiques. Et même quand il y arrive, ses cordes vocales ont tellement pas été stimulées que ça donne ça. Les. C'est lui quand même. C'est très bien, Victor. Truffaut dira lui-même du cas de Victor, après avoir lu tous les mémoires du professeur Ittar, la blessure d'origine de cet enfant est irréparable. La création de sons est le phénomène à la fois le plus complexe de l'être humain et le plus lié à la première enfance. L'une des dernières répliques du film enfonce le clou, lorsque Victor revient de son plein gré à la maison après s'être sauvé. Tu n'es plus un sauvage, même si tu n'es pas encore un homme. Victor. Personnellement, je trouve cette réplique déchirante car elle témoigne de l'optimisme et de la tendresse éprouvée par le professeur à l'égard du garçon, mais sans lui reconnaître aucune forme d'identité. S'il n'est ni un sauvage, ni un homme, alors qui est-il ? Le film se termine sur cette note en suspension et ça ne pourrait pas être plus beau. Pour ce qui est de Caspar, le film saute toute sa période d'apprentissage du langage pour arriver à un nouveau Caspar qui sait écrire et parle, même si ça reste un peu laborieux pour lui. Mais l'acquisition du langage va permettre à notre personnage de développer une pensée et une compréhension du monde qui diffèrent radicalement de celle à la fois des scientifiques et des religieux. En effet, quand un prêtre lui demande s'il a ressenti dans son enfance une idée naturelle de Dieu, Caspar réfute la possibilité même d'une telle intuition. Quant aux représentants de la science,
Caspar défie avec tranquillité leur rationalisme. C'est le cas lorsqu'un professeur de mathématiques le met face à une énigme de logique dans laquelle il doit, en gros, démasquer le menteur. In dem Dorf leben nur Leute, die die Wahrheit sagen. Hier ist ein anderes Dorf. In diesem Dorf leben nur Leute, die lügen. Es kommt ein Wanderer und du willst wissen, kommt er aus dem Dorf der Wahrheitssager oder kommt er aus dem Dorf der Lügner? Hast du eine einzige Frage zur Verfügung? Là où le professeur attend un raisonnement par la double négation, Caspar résout le problème en demandant simplement « Es-tu une grenouille ?» Cette scène nous révèle que Herzog est assez méfiant envers la tradition scientifique des Lumières allemandes, appelée aussi l'Aufklärung, à cause de leur foi excessive dans la raison. Il lui préfère, comme on l'a dit plus tôt, la recherche de cette fameuse vérité extatique qui valorise l'émotion et l'expérience. En effet, si le cheminement intellectuel du professeur de logique passe par l'abstraction du langage, celui de Caspar passe par une expérience sensible qu'il a vécue, celle d'une grenouille qui se fait avaler par une cigogne. L'homme occidental, qui se réclame avec prétention d'une science éclairée, Herzog le décrit d'une manière péjorative. Il équivaut à une société rigide, incapable de s'adapter à d'autres manières de penser. On en vient alors à la fin de Miracle en Alabama, qui nous offre l'une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Au dernier tiers du film environ, Annie et Hélène s'isolent plusieurs semaines dans une cabane non loin de la demeure. Dans une dernière ligne droite, Annie redouble d'efforts pour accomplir sa mission qui est double. Elle doit avant tout la discipliner, lui apprendre ce qu'est l'obéissance, loin de ses parents dont l'amour excessif empêchait l'éveil d'une responsabilité personnelle. Annie réussit parfaitement à faire d'Hélène une jeune fille sage et docile, ce qui satisfait pleinement les parents, qui veulent la reprendre aussitôt. Mais l'éducatrice échoue à l'essentiel, faire comprendre à Hélène que les signes, qu'elle imite parfaitement de ses mains, ont un sens. Annie s'acharne pendant cette retraite à deux à lui désigner tout ce qui l'entoure par des signes en répétant le même mantra « It has a name ». It has a name. Tree. It has a name. Bird. It has a name. Ces images sont d'ailleurs très belles, cette représentation minimaliste et charnelle du langage, qui est la faculté propre à l'homme, qui est à l'origine des civilisations, et qui est simplement réduite à deux mains qui se touchent, filmées en gros plan. Mais rien n'y fait. Hélène reste bloquée dans ce fossé entre sa mécanique instinctive et l'entendement. Jusqu'à ce moment. Lors d'un dernier repas, Hélène fait un nouveau caprice et face à l'autorité d'Annie, elle lui jette de l'eau au visage. L'éducatrice la prend par le bras et l'emmène à la fontaine. All right. Pump. No, she's not here. Pump. W-A-T-E-R, water. It has a name. W-A-T. Après 1h30 de visionnage, quand on arrive à cette scène, c'est juste magnifique. Hélène découvre le lien entre ce qu'elle touche dans sa main droite, un mouvement des doigts, et ce qu'elle touche de sa main gauche, l'eau qui coule. Ces deux mondes, le monde conceptuel et le monde physique, se répondent enfin. Hélène a appris le langage. Vous avez peut-être fait attention à l'apparition de la musique, qui vient un peu comme un écho lointain au moment où Hélène réalise ce qui changera profondément sa vie. Les choses ont un nom. On peut se demander pourquoi Hélène n'y arrive que maintenant, alors que Annie ne fait pas autre chose que ce qu'elle lui a toujours fait, c'est-à-dire lui foutre un objet dans la main et le désigner par un signe tactile. Pour comprendre, il faut revenir à Ludwig Wittgenstein. Oui, encore lui. En fait, toute sa philosophie consiste à dire que le langage se limite à exprimer des faits. Mais toutes les choses qui ne sont pas des faits, comme par exemple la morale, l'éthique ou l'esthétique, le langage doit s'en écarter. Je peux dire que l'eau d'une fontaine est liquide. En revanche, le liquide, je ne peux pas dire ce que c'est. Le liquide n'a pas une essence en lui-même qui permet de le définir. Il n'y a que le toucher qui nous permet de reconnaître le liquide. D'où l'expression célèbre de Wittgenstein, « Ce qui peut être montré ne peut être dit ». Le vrai événement auquel on assiste dans cette scène, c'est Hélène qui vit une expérience esthétique, c'est-à-dire qu'elle fait la connaissance du beau. Pendant tout le film, on essayait de lui formuler des choses, sans lui laisser vivre ces choses.
On faisait passer l'intelligible avant le sensible. Tout ce qu'on lui apprenait avait une fin, une utilité, tandis que le beau n'a pas d'utilité. Le beau est un plaisir libre et désintéressé. En trouvant l'eau belle à toucher, Hélène devient libre. Avant ça, elle était enfermée dans un carcan familial rythmé par ses besoins instinctifs, manger, boire, être auprès de sa mère ou de sa poupée. Là, sa première faculté est née, son imagination, qui permettra aussitôt sa deuxième faculté, l'entendement, et donc le langage. Et le point culminant de cette scène, c'est quand elle pointe du doigt Annie en demandant la signification. Le langage lui a fait acquérir une autre valeur, l'altérité. En fait, Caspar, Victor et Hélène font tous les trois une expérience esthétique où leur entendement et leur imagination se recoupent. Les philosophes empiristes l'ont bien dit, la raison est dérivée des impressions sensibles. Et ces trois films parlent de cet accès au sens pour la première fois. Ces expériences sont indispensables à l'apprentissage et l'appropriation d'un langage. En filmant cela, les cinéastes célèbrent la victoire de la sensation, de l'expérience sur l'abstraction. Et par cette même occasion, le cinéma se célèbre aussi lui-même, car une image cinématographique fait passer la chose filmée avant son idée. La substance avant le concept. Quand je filme l'eau, je ne renvoie pas un signe abstrait qui fait imaginer l'eau au spectateur, comme dans un poème ou une peinture. Le seul signe intermédiaire est l'image même de l'eau, qui nous fait voir l'eau avant de nous faire dire « Ah, c'est le concept eau qu'on essaye de me transmettre ». Au cinéma, le sensible précède l'intelligible. L'énigme de Caspar Hauser, L'enfant sauvage et Miracle en Alabama nous disent « Le langage, c'est bien, mais le monde, c'est encore mieux ».